Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Vendredi dernier, c'est-à-dire le 26 juillet 1889, M. Gouffé, huissier, 148 rue Montmartre à Paris, se rend vers 6h30 sur les boulevards où il a ses habitudes. Il serait bien retourné se promener dans les allées de l'exposition universelle ou sous les pattes de la grande tour de M. Eiffel. On dit que c'est une splendeur, mais qu'elle va bientôt être démontée. Il faut en profiter. Mais 3 amis lui ont donné rendez-vous et il n'aime pas faire faux bond à ses amis. Les 4 hommes se tiennent joyeusement compagnie au café Véron en commentant les merveilles de l'exposition. Monsieur Gouffé les quitte vers 7h15 en leur souhaitant une soirée aussi bonne que la sienne. Il croise un autre ami devant le café Gutenberg, boulevard Poissonnière. Ce dernier l'invite à sa table, mais l'huissier répond qu'il n'a pas le temps. Pourtant, il ne rentre pas dîner chez lui car ses 3 filles dînent en ville ce soir-là. Où va-t-il, en laissant derrière lui le Gutenberg? Nul ne le sait alors, car nul honnête homme ne le reverra vivant. C'est le début d'une sale affaire. Toussaint Augustin Gouffé a 49 ans. Il est veuf depuis plusieurs années et père de 3 jeunes filles. Originaire de Dammartin, en Seine-et-Marne, c'est un huissier honnête et consciencieux, confortable financièrement. Depuis son veuvage, il ne dédaigne pas les aventures féminines. On le dit même coureur de jupons. À 8h, le concierge de l'immeuble où Gouffé a son étude voit un homme gravir l'escalier. Environ 40 ans, brun, moustachu, vêtu d'un pardessus clair et coiffé d'un chapeau, il ressemble de loin à l'huissier. D'ailleurs, tout comme lui, il monte les marches 2 par 2. Le concierge ne s'inquiète donc pas de l'heure tardive. Il est tellement sûr d'avoir affaire à Gouffé que quand l'homme redescend 1 heure plus tard, il lui donne son courrier. Il est très surpris de constater qu'il s'est trompé. Il s'étonne. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et comment il est entré dans l'étude? L'inconnu répond qu'il est un employé. Ça, le concierge sait que c'est faux. Il les connaît tous. Ce type est donc un menteur. Le concierge devient méfiant. Mais il n'est pas assez rapide pour barrer la route à l'inconnu quand il le bouscule et disparaît en un clin d'œil dans la rue. Cet épisode, le concierge le répète plusieurs fois à la police venue l'interroger, car on est sans nouvelles de M. Gouffé. C'est Landry, son beau-frère inquiet, qui a donné l'alerte. La police a procédé à un inventaire des pièces de l'étude pour savoir si le mystérieux visiteur avait volé quelque chose. Mais tout y est en ordre. On a même retrouvé la somme de 14 000 francs dans un tiroir du bureau. Alors, qu'est-ce que l'inconnu est venu faire? Et surtout, pourquoi l'huissier est-il introuvable? Les suppositions sont encore fragiles 3 jours après la disparition. Le petit journal, notre guide dans cette sale affaire, ne croit pas que l'huissier ait disparu pour des raisons financières. Sa disparition serait plutôt le résultat d'un drame intime, sur lequel il serait prématuré d'insister avant de plus amples recherches. Le 1er août, il est à nouveau question en page 3 du même petit journal de l'affaire Gouffé. Elle semble atteindre dès à présent aux proportions d'une cause célèbre, ce qui ne peut que réjouir le journal. Même si, et ça semble devenir de plus en plus évident, il faut en passer par la mort de l'huissier qui reste introuvable. La police ne constate aucune effraction sur la porte et dans son bureau. L'individu qui a pénétré vendredi soir dans l'étude sous le déguisement de M. Gouffé avait donc les clés. Qui les lui a données? A-t-il assassiné l'huissier pour se les procurer? Au cours des perquisitions, les agents remarquent seulement que le visiteur a allumé une bougie pour sans doute procéder à quelques recherches. Des gouttes de cire tombées sur le bureau en témoignent. Ils acquièrent la conviction que le mystérieux visiteur connaissait parfaitement la disposition de l'étude. Il n'a pas tâtonné, n'a rien dérangé et s'est dirigé vers le bureau où l'huissier rangeait sa correspondance personnelle. M. Dopfer, juge d'instruction,
et M. Goron, chef de la sûreté, c'est-à-dire de la police, interroge longuement les employés de l'étude. Ceux-ci insistent sur les nombreuses relations féminines de leur patron. La police dirige donc son enquête sur la piste d'une aventure galante. Il y a environ un mois, Gouffé entre en relation professionnelle avec une femme mariée qu'on dit très jolie. Lui est veuf et rapidement, il s'éprend de sa cliente. Elle rend des visites de plus en plus fréquentes au 148 rue Montmartre. Elle y arrive en voiture fermée, entre par une porte dérobée qui s'ouvre après 2 coups discrets. Ainsi n'emprunte-t-elle jamais l'escalier principal. Voilà qui est tout à fait romanesque. Notre huissier, déjà avancé en âge, semble avoir retrouvé sa première jeunesse et se livrer à des cachotteries d'adolescent. Un de ses amis, appelons-le Monsieur H, est au courant et le prévient. Il connaît la dame, sait qu'elle est mariée et que son mari n'est pas commode. Il pourrait bien arriver quelques désagréments aux 2 tourtereaux. La prédiction de Monsieur H s'est-elle réalisée? Le mari outragé s'est-il vengé? A-t-il pénétré dans l'étude de son rival pour dérober les lettres de sa femme? On cherche, on tâtonne, on brûle peut-être, mais on ne sait encore rien de positif. Le 3, le 4 et le 5 août, le petit journal publie encore de courts articles en page 3 pour dire qu'il n'y a rien de neuf. C'est bien simple, de toutes les pistes qui ont été suivies jusqu'à présent, aucune n'a donné de résultat. Mais il s'accroche, à cause notamment du mystérieux inconnu qui s'est introduit dans l'étude le jour de la disparition. Il est donc question de la famille de M. Gouffé, de ses parents et surtout de ses 3 filles très inquiètes, comme on l'imagine. On diffuse également un portrait robot. Plus d'1,75 m, bien proportionné, 49 ans mais plus jeune d'aspect, cheveux châtain clair coupés en pointe sur le devant, barbe coupée en pointe, moustaches longues et fortes. Généralement vêtu comme un gentleman. Il porte au doigt une bague en or avec saphir entourée de brillants. On expose son portrait à la morgue. On inventorie tous ses dossiers professionnels pour savoir si l'inconnu a volé certaines pièces. Ce serait un début de piste. Le petit journal croit savoir que l'huissier a quitté Paris pour la banlieue où il a été assassiné puis enterré dans un jardin. On se demande bien d'où il tient ça. Il affirme même qu'il pourrait se faire des arrestations avant 24 heures. C'est qu'il faut bien entretenir le suspense dans une affaire qui se dilue au fil des jours dans l'oubli. Mais le 6 août, plus rien dans le journal. Plus rien pendant plusieurs jours. L'huissier Toussaint Augustin Gouffé a bel et bien disparu. Le cherche-t-on encore? Difficile à dire. La police, sans doute, fait des rapprochements avec les cadavres que chaque semaine on repêche dans la Seine. Mais si rien ne vient ajouter d'eau au moulin de l'affaire Gouffé, elle va s'enliser. Et mon histoire avec. Heureusement, à des centaines de kilomètres de Paris où l'exposition universelle bat son plein, il se passe quelque chose de déterminant. Venez, je vous emmène. Le 15 août 1889, Le Progrès, quotidien lyonnais, raconte une sinistre découverte. Nous sommes dans un petit bois avoisinant Millery, dans le canton de Givors, non loin de Lyon. Le bois se situe sur le versant d'une colline dont les pieds baignent dans le Rhône. Il est couvert d'épais fourrés. Depuis plusieurs jours, une odeur nauséabonde s'en dégage. Les habitants du hameau et les voyageurs qui descendent du train à la gare toute proche s'en plaignent. On envoie le cantonnier. Il se doute qu'il va tomber sur un cadavre en putréfaction. Une puanteur comme ça ne trompe pas. Ce qu'il trouve, c'est son pire cauchemar. Au pied d'un arbre qui l'empêche de rouler sur le terrain en pente, il aperçoit un énorme sac en toile ficelé. Il s'en approche et manque de suffoquer à cause des miasmes qui s'en dégagent. Il n'ose pas y toucher et court prévenir le maire de Millery qui lui-même fait chercher le garde champêtre, le père Mauge. Quand celui-ci arrive sur les lieux, il y a là quelques habitants du hameau. Il se bouche le nez,
mais pour rien au monde, il ne raterait l'ouverture du sac. On approche des fourches, on lui fait tant bien que mal remonter la pente, avec une main devant le nez pour tenir son mouchoir, c'est pas facile. Enfin, on ouvre le sac. Un cri d'horreur s'échappe de toutes les gorges. On découvre le cadavre d'un homme entièrement nu. La tête est entourée d'une toile cirée, sans doute pour empêcher le sang de couler. À 4 heures de l'après-midi, il y a sur place le maire, le médecin de Millery et le juge de paix de Givors. Le médecin remarque que le crâne est fracassé et qu'une corde enserre le cou du cadavre. À minuit moins le quart, un juge d'instruction de Lyon et le substitut du procureur arrivent sur place. On interroge les voisins qui font surgir une piste. Depuis janvier, le mari d'une certaine Madame Martin, habitante du hameau, a disparu. Est-ce que ça ne serait pas lui par hasard ? Mais quand elle est confrontée au cadavre à la faculté de médecine de Lyon, où il a été transporté, Madame Martin ne reconnaît pas son mari. Tant pis, les disparus, ce n'est pas ce qui manque à Lyon. La police suit la piste d'un certain Daniel Daudier, subitement disparu depuis le 5 juillet. C'est un pauvre gars qui n'a sans doute pas la lumière à tous les étages. Sa logeuse de l'hôtel du chemin de fer le reconnaît grâce à ses dents. On trouve même 3 suspects qui n'ont aucun alibi pour le soir supposé du crime. Le 16 août, le Progrès de Lyon annonce avec certitude que le cadavre est bien celui de Daniel Daudier. Le lendemain, il n'en est plus si sûr. Et le surlendemain, il dément, M. Daudier père n'ayant pas reconnu le cadavre de son fils. Le mystère reste donc entier. Qui est le mort de Millery ? Vous le savez, vous, bien sûr, mais imaginez l'épaisseur du mystère en cet été 1889. Cependant, à la toute fin de l'article du Progrès de Lyon en date du 18 août, on lit 4 lignes stupéfiantes. Un de nos confrères a insinué que le cadavre de Millery pouvait être celui de l'huissier Gouffé, disparu à Paris le 25 juillet dernier. Alors là, chapeau. On n'a pas le nom du confrère en question, mais on espère qu'il a reçu une médaille pour son flair. D'autant plus que l'auteur de l'article explique que, vu la date de disparition et l'état de décomposition, le cadavre ne peut pas être celui de l'huissier parisien. Ce que le parquet de Lyon confirme. Pourtant, le 22 août, Goron, chef de la sûreté, envoie à Lyon l'agent Soudet accompagné du beau-frère de l'huissier disparu. Pour Ramonec, chef de la sûreté, aucun doute possible. Le cadavre de Millery n'est pas celui de Gouffé. En attendant les Parisiens, on examine le sac qui a contenu le cadavre. Absolument neuf, mais fait maison, car grossièrement cousu par une main malhabile. La toile cirée, neuve aussi. Les cordes entourant le cadavre sont très solides et les ficelles autour de la toile aussi. C'est avec des échantillons de cette toile et des cordes que les agents de Lyon parcourent la région à la recherche d'une piste. Mais enfin, voici l'agent Soudet et Landry, le beau-frère de l'huissier, qui vont enfin faire la lumière sur le cadavre de Millery. Ils se rendent à la morgue de la faculté de médecine de Lyon et pour le beau-frère, ça ne fait aucun doute. Le cadavre n'est pas celui de l'huissier. Le doute ne saurait être possible. L'inconnu a les cheveux et la barbe noirs, il est de forte corpulence et mesure 1,75 m. L'huissier Gouffé, lui, est blond, mince et plutôt grand. L'enquête se poursuit à Lyon autour du cadavre. Assez régulièrement, on le reconnaît comme étant celui d'un tel ou d'un tel. Un point qui préoccupe vivement l'instruction, c'est la façon dont le cadavre a été ligoté. C'est la première fois dans notre région, et peut-être en France, qu'on se trouve en présence d'un tel fait, affirme de façon péremptoire le Progrès de Lyon. Par contre, ce genre d'assassinat est assez connu en Angleterre, où on le désigne sous le nom de smothering. Smother signifie étouffer. L'assassin commence par étouffer sa victime. Une fois celle-ci sans mouvement,
Il lui applique sur le visage une toile imperméable pour achever de l'étouffer et précipiter la décomposition des traits. Pendant que le cadavre est encore chaud, l'assassin replie les jambes sous le corps et le saucissonne avec une ficelle. Le corps est ensuite roulé dans un sac et placé dans une malle hermétiquement fermée. Ainsi préparé, le cadavre peut supporter 48 heures de chemin de fer. On est à peu près sûr que l'inconnu de Millery a été tué et transporté ainsi. Je ne sais pas vous, mais moi, je me demande quand même bien pourquoi cette pratique serait si typiquement britannique. Est-ce par hasard que le Progrès de Lyon signale le lendemain qu'un confrère publie la note suivante? Un de nos amis qui connaît de vue Monsieur Gouffet, dont la disparition fait tant de bruit depuis des mois, a rencontré mercredi à Londres l'huissier en compagnie d'une dame habituée des cafés de nuit du boulevard des Capucines. Notre ami est certain de ce qu'il affirme, que c'est bien Monsieur Gouffet qu'il a vu vivant il y a 2 jours. Eh bien, une mise à mort à l'anglaise et Gouffet qui se promène à Londres, voilà que l'étau se resserre autour de nos ennemis héréditaires. Et Gouffet est vivant. Entre nous, l'ami en question fera bien de lui dire de se manifester à la police française. Elle perdrait moins de temps à chercher son cadavre. Bon, tout ça tourne au grand n'importe quoi et on ne sait toujours pas qui est le cadavre et où est l'huissier Gouffet. En attendant de le voir en chair et en os, la police continue d'investiguer. Et les Français de lire avec avidité les journaux qui parlent de l'affaire. Ce sont rebondissement sur rebondissement, une nouvelle piste chasse l'ancienne qui revient 3 jours plus tard. Pour la presse, c'est du pain béni. Mais bon, j'abrège les divagations de la police lyonnaise et celle de Paris qui se tirent la bourre comme on le constate, pour arriver à un élément clé. Le 24 août 1889, le cantonnier de Millery trouve sur le talus où on a découvert le corps une petite clé. On est 9 jours après la macabre découverte et la clé est là, visible par tous. On est en droit de se demander ce que fait la police. Pour ne pas l'accabler, le petit journal écrit que durant ce laps de temps, les agents ont effectué de très minutieuses recherches à cet endroit et qu'il n'est donc pas permis de croire que cette clé se rattache au crime. Elle a dû échapper à une des personnes venues admirer le panorama et le lieu de la macabre découverte. On peut sans hésiter affirmer que le petit journal cherche à disculper la police, puisqu'à quelques jours de là, on découvre premièrement une malle ensanglantée, deuxièmement que la clé s'adapte à la serrure de la malle. Pour bien faire, on retrouve le cocher qui a pris en charge la lourde malle à la gare de Lyon-Perrache le 6 juillet, 3 semaines avant la disparition de Gouffet. Ce sont 3 jeunes gens, dit-il, qui l'ont arrêté et qui ont hissé la malle sur la voiture. Il a pris la route de Grigny, toutes lumières éteintes à la demande des passagers. Ils se sont arrêtés à Vernaison vers minuit. Ils sont revenus 2 heures plus tard avec leur malle vide pour se faire reconduire à Lyon, cours Charlemagne. On note au moins une erreur ou un mensonge, puisque la malle a été retrouvée à Millery. Elle n'est donc pas repartie à Lyon avec les passagers. Le 1er septembre, il est pour la première fois question dans le petit journal d'un certain Michel Hérault. C'est un agent d'affaires qui demeure place de la République à Levallois-Perret. Enfin, demeurait, car depuis le 26 juillet, date de la disparition de Gouffet, on ne l'a plus vu. Or, Hérault connaît professionnellement Gouffet. Et même plus, puisque le 25 juillet, ils dînaient ensemble au café Gutenberg, boulevard Poissonnière. Or, Hérault est décrit comme un type véreux, sous le coup de poursuites judiciaires pour escroquerie. On sait, poursuit le petit journal, que Gouffet, dont les fréquentations n'étaient pas toujours des plus choisies, avait la faiblesse, chaque fois qu'il se trouvait dans un café ou dans tout autre établissement public, d'exhiber sous les yeux ébahis de ses compagnons des liasses de billets de banque qu'il se plaisait à compter et recompter. Hérault, sur lequel on ne parvient pas à mettre la main, serait-il l'un de ceux que l'imprudent huissier a ébloui de ses billets? Ébloui au point de le transformer en assassin? Pour répondre à ces questions essentielles, il va falloir mettre la main sur le bonhomme. Et
Si la police n'y parvient pas, les journalistes se proposent de pallier leur incompétence. Celui du petit journal, qui ne signe pas l'article de son nom, se présente donc au domicile de l'absent. Évidemment, ce n'est pas lui qui ouvre, mais sa femme, que le journaliste trouve en larmes, dit-il, mais qu'il presse quand même de questions. La dame héros apprend donc, si elle l'ignorait, que les fouilles-merdes se fichent pas mal de son chagrin ou de son angoisse. Ce qu'ils veulent, c'est du sensationnel. Heureusement pour elle, le quotidien n'est pas encore illustré. Sinon, elle aurait eu droit au photographe. On imagine par ailleurs que le petit journal n'est pas le seul quotidien qui envoie des journalistes faire le pied de grue devant chez Héros. Parce que l'affaire prend de l'ampleur, et ce n'est qu'un début. Ah oui, on n'en est qu'au début, mais n'ayez crainte, j'accélère. Le 2 septembre, l'affaire du cadavre de Millery se trouve pour la première fois en première page du petit journal. Pas encore les gros titres, mais l'affaire prend du grade. Le cocher Laforge, celui qui a conduit la malle au départ de la gare de Lyon-Perrache le 6 juillet, avoue l'identité de ses passagers. Il avoue même qu'il les a vus jeter le cadavre à Millery. L'identité de la victime sera donc certainement connue sous peu. Pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi est-il question de la malle arrivant en gare de Lyon le 6 juillet alors que notre huissier n'est porté disparu que le 26 ? Et que donc il n'a pas pu être enfermé dans cette malle, mort ou vif ? Eh bien, chers auditeurs, parce qu'à la date du 2 septembre 1889, aucun lien n'est fait entre le cadavre de Millery et la disparition du notaire. Landry ayant déclaré que le cadavre n'était pas son beau-frère, on a laissé tomber cette piste. Et on retourne à celle de Daudier. Comme dit un journaliste, on tient un bout du fil et quelque enchevêtré que paraissent les chevaux, on finira bien par le démêler. Ça, c'est ce qu'il croit. En réalité, un autre élément vient emmêler encore plus l'affaire. L'étiquette trouvée sur la malle. Une magnifique étiquette qui pourrait presque faire la lumière sur au moins la date à laquelle la malle a voyagé. Mais voilà, le sort s'acharne. Sur l'étiquette, on lit seulement « Gare de Lyon, 27 juillet 1880 ». Le chiffre final, le chiffre clé, est illisible. C'est vraiment pas de bol. À Lyon, on en tient pour 1888. Et on ne se gêne pas pour dire que les Parisiens, qui eux lisent 1889, déraillent complètement. La malle, ça fait 1 an qu'elle se trouve à Millery. Pas la peine d'imaginer un lien avec l'affaire Gouffé, ça n'a rien à voir. Pour ne pas entretenir outre mesure un suspense qui n'en est pas un, je passe sous silence la piste du marin en goguette assassin. Sachez seulement qu'on expose la malle sanglante reconstituée dans plusieurs endroits successifs à Lyon, dans l'espoir que quelqu'un la reconnaisse. N'en déplaise aux journalistes lyonnais, à Paris, Goron, le chef de la sûreté, n'a pas abandonné la piste Gouffé. Il arrive à Lyon le 9 novembre avec l'inspecteur spécial Jaume. Il sait alors, sans le moindre doute, que la malle a voyagé le 27 juillet 1889 de Paris à Lyon et qu'elle pesait 105 kilos. Toutes les théories du parquet de Lyon autour du cocher Laforge tombent à l'eau puisque lui s'intéresse à une malle arrivée le 6 juillet. Dès lors, à moins d'être complètement myope, le lien entre la disparition de Gouffé le 26 juillet et l'arrivée de la malle en gare de Lyon-Perrache le 27 à 11h50 du soir saute aux yeux. Yeux qui se tournent vers Goron dès son arrivée. Le chef de la sûreté de Paris est de taille moyenne, blond et moustachu. Il est vif et alerte, nous dit le Progrès de Lyon, il aime son métier avec passion. Pour ce qui est des enquêtes, il ne croit que ce qu'il voit, d'où son voyage à Lyon. Quant à Jaume, qui l'accompagne, c'est le plus fin limier de la police parisienne, rien que ça. Il faut l'imaginer avec un chapeau haute forme à bord plat encadrant une figure joviale. Mais il ne rit pas toujours. Les nombreux malfaiteurs qu'il a arrêtés le savent. Le 10 novembre, les policiers parisiens sont à Millery. Il est établi que le corps a été jeté depuis la route sur les bas-côtés sans se préoccuper de ce qu'il deviendrait. Quelques centaines de mètres plus loin, il en a été de même pour la malle. Pour finaliser ses conclusions,
le chef de la sûreté souhaite une exhumation. On sait que le cadavre de Millery a été enterré dans une fosse commune. Heureusement, il a été placé dans un cercueil numéroté. Parmi les détails qui ne collent pas entre le cadavre de Millery et l'huissier Bouffé, il y a les cheveux. On les dit blonds à Paris, mais ceux de la malle sont quasi noirs. Le 11 novembre, M. Goron reçoit de Paris une poignée de cheveux de l'huissier recueillis sur sa brosse à cheveux. L'examen a lieu en présence du docteur Lacassagne, éminent professeur à la faculté de Lyon. Les cheveux du cadavre, correctement nettoyés, sont mêlés et tressés avec ceux de Gouffé. Ce sont les mêmes. Voilà un point de plus pour l'identification. On se souvient pourtant que le beau-frère de l'huissier lui-même n'a pas reconnu Gouffé, qui avait les cheveux châtains alors que le mort les avait noirs. D'ailleurs, il continue à nier que le cadavre soit son beau-frère. C'est Lacassagne encore qui procède à l'autopsie de l'amas de pourriture. Nous sommes le 13 novembre, Bouffé est mort le 26 juillet, je vous laisse imaginer son état. Lacassagne précise que le cadavre mesure entre 1,77 m et 1,78 m, ce qui correspond avec l'huissier. Il relève une cicatrice signalée par plusieurs personnes sur Gouffé. Cette fois, il n'y a plus de doute. On a retrouvé l'huissier Gouffé. Il aura fallu 3 mois et demi. Et pourtant l'enquête est au point mort. Ce qu'il faudrait, c'est découvrir d'où vient la malle. Est-ce que l'assassin l'a achetée à un brocanteur au moment du crime? L'avait-il au contraire en sa possession depuis longtemps? On décide de la reconstituer et de l'exposer au public en espérant qu'elle évoquera quelque chose à quelqu'un. La famille de l'huissier promet 500 francs à qui la reconnaîtra. Malgré cette prime alléchante, l'exposition de cette malle, disons-le, ne conduira à rien. Le témoignage d'un layetier pourrait faire progresser l'enquête. Voici un de ces métiers disparus qui ne nous évoque plus rien. Un layetier fabriquait des caisses et des coffres en bois pour l'emballage. Ce nom vient du mot layette qui désignait un meuble à tiroir pour ranger les vêtements ou des objets ou même des archives. Il pouvait contenir des vêtements d'enfants, de la layette. Le layetier qui témoigne devant le juge d'instruction d'Opfer affirme que la malle a été fabriquée en Angleterre, non pas selon le maître français, mais selon le yard anglais. Les fournitures, les mesures et les procédés de fabrication sont anglais. Décidément, dans cette affaire, tous les chemins mènent à Londres. Eh bien, puisque c'est comme ça, allons-y. D'autant plus que la piste londonienne rejoint celle de Michel Hérault, l'escroc qui a dîné avec Gouffé la veille de sa disparition. Michel Hérault a quitté Paris le 5 juillet en devant de l'argent à la propriétaire de Levallois-Perret qui héberge sa maîtresse, une certaine Gabrielle Bompard, pour l'instant introuvable. Il est revenu le 20, déclarant avoir séjourné à Lyon. Mais d'autres affirment qu'Hérault a séjourné à Londres. Goron, le chef de la sûreté, s'y rend pour montrer aux époux Chéron, qui ont logé Hérault, la malle de Millery. On en apprend un peu plus sur ce Michel Hérault. C'est un déserteur de l'armée du Mexique. Vous m'excuserez, j'espère, de ne pas vous raconter en long, en large et en travers l'intervention militaire française au Mexique dans les années 1860. Sinon, je ne finirai jamais l'affaire de la malle sanglante de Millery. Sachez donc que Michel Hérault s'est engagé dans l'armée et qu'il a déserté pour se faire aventurier et escroc. Il a désormais 46 ans. Sa maîtresse, Gabrielle Bompard, a 21 ans. C'est une femme entretenue qui, dit-on, n'a pas froid aux yeux. Le 21 décembre, Goron est à Scotland Yard, où le superintendant et l'inspecteur général de la police sont, nous dit le petit journal, à son service. Le 23, plusieurs témoins affirment que la malle qu'on leur présente, la malle sanglante de Millery, celle qui a contenu le cadavre de l'huissier Gouffé, a effectivement appartenu à Michel Hérault et Gabrielle Bompard. Il y a même là un maletier qui, le 11 juillet, a vendu la malle à Hérault. Il est formel et précis. Les époux Chéron, les logeurs du couple à Londres, expliquent que Gabrielle a quitté Londres le 16 juillet avec la malle vide.
qu'elle a envoyé le 21 un télégramme de Paris à son amant disant « Viens, tout est prêt ». Et que Hérault, en partant, a pris soin de préciser à ses logeurs qu'il partait pour Buenos Aires avec Gabrielle après quelques emplettes à Paris. Il n'y a dès lors plus de doute. Michel Hérault, aidé ou non de sa compagne, a transporté le cadavre de l'huissier Gouffé de Paris à Lyon le 26 juillet 1889 dans une malle achetée à Londres. Difficile de douter qu'il n'ait pas aussi assassiné l'huissier. Bien, à présent, on y voit plus clair, reste plus qu'à mettre la main sur le couple maléfique. On serait sans doute encore en train de le chercher si les coupables eux-mêmes ne s'étaient pas manifestés à la police. Début janvier 1890, M. Lauzet, préfet de police de Paris, reçoit une lettre du Québec signée Gabrielle Bompard. Elle annonce qu'elle s'embarque pour Paris et viendra se constituer prisonnière. Lauzet croit à une blague. Il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de taquiner la police, c'est bien connu. Mais quand le 23 janvier, une jeune femme se présente à la préfecture de police et prétend être Gabrielle Bompard, maîtresse de Michel Hérault, il faut bien y croire. La jeune femme a appris dans les journaux américains qu'on la soupçonnait d'être impliquée dans une affaire d'assassinat et elle vient se disculper. Elle veut parler au juge d'instruction. C'est aussi simple que ça. Elle explique au juge Dopfer qu'elle et son amant sont partis début août 1889 pour l'Amérique du Nord. New York d'abord, puis la Nouvelle-Orléans et enfin Québec. Quand on vous dit que c'est simple, monsieur le juge. Oui, mais voilà. À minuit, la belle Gabrielle est toujours dans son bureau et il se murmure qu'elle en aurait dit bien plus. Qu'elle aurait avoué. Et même dessiné le plan de la maison où Michel Hérault a assassiné l'huissier Gouffé. Vous pensez bien que la France entière, tenue en haleine depuis 6 mois par cette incroyable histoire, attend avec impatience le journal du 24 janvier 1890. Eh bien, elle ne va pas être déçue, la France. Les unes de tous les quotidiens rendent compte de l'incroyable coup de théâtre. C'est poussé par un nouvel amant dégoté en Amérique que Gabrielle est rentrée en France. Elle lui a raconté l'histoire de l'huissier Gouffé et il l'a persuadée de se dénoncer. Cette histoire, je vais vous la raconter à présent. Tout s'est déroulé dans un immeuble du 3 de la paisible rue Tronçon-du-Coudray dans le quartier de la Madeleine à Paris. Au rez-de-chaussée, Michel Hérault a sous-loué un appartement composé d'une chambre assez vaste dont les 2 fenêtres garnies d'épais volets s'ouvrent sur la rue. Dans cette chambre, il y a une alcôve et un lit. C'est là que Gouffé a été étranglé et cousu dans un sac. Le petit journal reproduit un plan de l'appartement, car depuis le début de l'année, on trouve dans le quotidien quelques illustrations. Cette nouveauté plaît beaucoup et va se développer très rapidement. Bientôt, tous les journaux reproduiront d'abord des dessins puis des photos jusqu'au plus macabre. Le public en redemande. Le 26 juillet 1889, Gabrielle a rendez-vous avec l'huissier Gouffé à 8h15 rue Tronçon-du-Coudray. La veille, elle l'a aguiché sur le boulevard et lui a promis monts et merveilles. Hérault est caché dans l'antichambre. À l'heure dite, l'huissier frappe à la porte et entre. Gabrielle est resplendissante et tout à lui. Elle lui offre du champagne et le fait asseoir dans une chaise longue. Elle prend place sur ses genoux. Elle se fait caressante, dénoue la ceinture de son peignoir qu'elle lui passe autour du cou. C'est drôle, n'est-ce pas, mon chéri? Qu'est-ce qu'on est bien tous les deux. Elle est si affriolante que Gouffé ne se rend pas compte qu'elle passe la ceinture derrière sa tête et en fait une boucle qu'elle place dans un mousqueton. Elle se lève. C'est le signal qu'attend Hérault pour tirer la corde. Gouffé est brusquement soulevé, suspendu. Ils attachent la corde au pied du lit pour maintenir le corps en l'air. Gouffé meurt, ainsi pendu. Hérault prend au mort son trousseau de clés et laisse à Gabrielle la garde du cadavre. Il court au bureau de l'huissier. Il fouille mais ne trouve rien. En sortant de l'étude,
il croise le concierge qu'il a d'abord pris pour Gouffé. Le crime n'a donc pas porté les fruits promis. Les deux amants déshabillent le cadavre. Ils trouvent sur lui une pièce d'or de 100 francs, un billet de banque de 50 francs, une montre et sa chaîne en or, une bague ornée de 2 diamants et un pince-nez en écaille. Voilà pourquoi l'huissier Gouffé est mort. Il roule le cadavre dans une toile cirée qu'Hérault a apportée, puis dans un sac que Gabriel a confectionné la veille. Puis il le pose dans la malle que le couple a achetée à Londres quelques jours plus tôt. Il laisse la malle dans la cuisine. Gabriel dort sur ses 2 oreilles dans l'appartement du crime, tandis qu'Hérault rentre chez lui. Il revient le lendemain et emporte la malle dans une voiture à cheval. Avec Gabriel, ils partent pour la gare. Arrivés à Lyon, ils prennent une chambre dans un hôtel face à la gare avec leur malle. Le cadavre commence à suinter par les jointures de la malle. Le lendemain, ils s'embarquent dans une voiture et partent pour Millery. C'est là qu'Hérault ouvre la malle et fait rouler le cadavre de l'huissier sur un terrain en pente. Puis après, il s'arrête pour détruire la malle à coups de marteau et de pied dans un champ. Plus loin encore, il jette des objets dans le Rhône. Gabriel ne sait pas lesquels. Après Lyon, les 2 assassins partent pour Marseille, puis reviennent à Paris le 17 août. Ensuite, c'est Londres et Liverpool, puis l'Amérique. Pour faire la traversée, Gabriel s'habille en homme et se teint les cheveux. Là, Hérault la maltraite et l'exploite. Elle rencontre un nouvel amant, un certain monsieur Garanger, qui la persuade de rentrer en France. Comme le dit le petit journal, ces révélations sont faites dans la douleur, mais enfin, elles semblent sincères et complètes. Elles transfigurent l'affaire et la rendent palpitante, c'est certain. Et surtout, elles confirment l'exactitude des renseignements et des suppositions avancées par le journal. Le drame mystérieux de 1889 se révèle aujourd'hui tel qu'il l'a toujours présenté, avec les acteurs qu'il n'a cessé de poursuivre et de désigner. C'est vraiment la meilleure garantie qu'il puisse offrir au lecteur du soin minutieux qu'il prend chaque jour pour le renseigner sur tout ce qui se passe à Paris, en France et à l'étranger. Ah, ça oui, ils ne sont pas peu fiers au petit journal. Gabrielle Bompard est bien sûr arrêtée. Difficile de savoir pourquoi elle s'est constituée prisonnière. Dans l'espoir d'être mise hors de cause pour avoir aidé la justice? Par remords? En est-elle seulement capable? Elle aurait pu continuer sa vie de femme légère en Amérique. Les vieux riches, cherchant du réconfort auprès d'une jeune et charmante femme vénale, sont légion. Mais non, elle a traversé l'océan pour avouer. Son état mental paraît suspect au juge d'instruction. Elle raconte les événements avec une totale indifférence, sans conscience de la valeur morale de ses actes. Est-ce qu'elle souffrirait d'un trouble mental? C'est ce qu'une batterie de spécialistes est chargée d'examiner. Ces savants experts se mettent au travail et constatent chez Gabrielle Bompard un arrêt de développement du sens moral sans arrêt parallèle du sens intellectuel. Elle sait ce qui est bien et ce qui est mal. Elle n'est pas atteinte d'aliénation mentale et ne saurait être considérée comme irresponsable de ses actes. C'est ce qu'ils s'apprêtent à déclarer dans leur rapport. Mais voilà que paraît dans la revue de l'hypnotisme un article du docteur Bernheim qui déclare que cette jeune femme a certainement agi sous hypnose. Il parle de crime par suggestion. Or, le docteur Bernheim n'a jamais vu Gabrielle Bompard. Le docteur Bernheim a fondé à Nancy un courant de pensée et même une école dont les principes vont à l'encontre du grand maître Charcot à la Salpêtrière. Les adeptes de Bernheim et ceux de Charcot ont des vues tout à fait différentes sur ce que peut faire ou ne pas faire un être soumis à l'hypnose. Voilà qui promet de furieux débats au cours du procès à venir. Les aveux de Gabrielle Bompard permettent à l'affaire Gouffé de retrouver la première page de tous les quotidiens. Il ne reste plus qu'à mettre la main sur Michel Hérault. Le petit journal croit savoir qu'il vit en Amérique sous le nom de Villemorin. Il fabrique des alcools frelatés et se venge ainsi sur les Américains de sa faillite en les empoisonnant, affirme le quotidien. Depuis quelques mois seulement, le petit Parisien s'est doté d'un supplément hebdomadaire illustré. Son sous-titre, Supplément littéraire et illustré, porte à confusion. Le supplément colporte toujours les mêmes ragots de fond d'égout que le quotidien, avec en surplus quelques textes littéraires.
contient en plus des dessins. Le numéro du 15 juin 1890 résume la cavale puis l'arrestation de Michel Hérault. Cette version ne correspond pas tout à fait à celle du Petit Parisien du 24 mai, mais puisque j'ai choisi pour guide le Petit Journal, continuons avec lui. Après avoir erré à travers les États-Unis et le Mexique, Hérault échoue à La Havane. Il y a là un magasin de mode appartenant à un certain monsieur Pucheux, un Français. Hérault, sous le nom polonais de Goski, espère y conclure quelques affaires. Il revient plusieurs fois dans ce magasin et c'est ce qu'il perd. Son visage dit quelque chose à l'employée, Albertine Biemler. Albertine lit les journaux français quand elle en trouve, et à présent qu'ils sont illustrés, elle a vu plusieurs fois des portraits de l'assassin à la malle qu'on cherche partout. Elle parle de ses soupçons à son patron, qui tombe d'accord avec elle. À sa visite suivante, Albertine demande à ce Goski, qui est allé au Mexique, s'il a rencontré un certain Michel Hérault, assassin d'huissier à 16 heures. Le soi-disant Goski change de couleur et se met à trembler. Albertine enfonce le clou et lui fait part des bruits qui courent. Hérault serait à La Havane. À La Havane, vraiment ? Balbutie Goski sous son chapeau de paille tout en jetant des regards affolés vers la porte. Il faut espérer que non, il est dangereux. Sur ces mots, il quitte le magasin, mais Pucheux et son employé ne sont pas nés d'hier. 2 agents de police l'attendent dans la rue pour l'emmener au poste, puis au consulat. Au poste de police, on fait attendre Goski dans un bureau. Il enlève alors un verre de ses lunettes, le brise et se coupe les veines des jambes et des bras avec un morceau. Alerte générale. On l'allonge et on le panse, tant et si bien qu'on arrête l'hémorragie. Et qu'on le surveille de plus près. Pas question que ce lâche individu échappe à la justice maintenant qu'on a mis la main dessus. Hérault est extradé, pour la plus grande joie de sa complice Gabrielle Bompard, qui semble le détester plus que tout. Dans cette affaire, bien sale affaire, l'avocat de Michel Hérault, au cours du procès qui s'ouvre le 16 décembre 1890, a fort à faire. La préméditation ne fait aucun doute. Pourtant, Hérault plaide coupable, mais sans préméditation. Disons que c'est par accident qu'il a pendu l'huissier. Et surtout sur les conseils de sa maîtresse. C'est elle qui a eu l'idée de le séduire pour l'escroquer, mais l'affaire a mal tourné. Sans surprise, l'avocat de Gabrielle Bompard choisit de plaider l'emprise assortie de l'hypnose. Elle récolte les circonstances atténuantes qui lui évitent la guillotine. Ce sera 20 ans de travaux forcés. Elle en fera 15, libérée en 1905 pour bonne conduite. Michel Hérault est condamné à mort. Il est guillotiné le mardi 3 février 1891 à 7h20 du matin, place de la Roquette à Paris. Il est enterré dans la partie du cimetière d'Ivry réservée aux suppliciés. Ainsi se termine un crime crapuleux dont l'enquête a tenu la France en haleine pendant 1 an et demi. Et vous, pendant 45 minutes. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce aux sites Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.